Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. C'est dans la communauté de communes Terre d'Eau que nous partons cette semaine, dans un petit village situé à mi-chemin entre Mirecourt et Vittel. Traversé par le ruisseau le Pot-Cuit, le village d'Étrennes, qui s'étend sur une superficie de 6 km², compte près de 100 habitants. Les enfants de la commune de la petite section au CM2 sont accueillis à l'école de Himont. L'association du Beaumois s'attachait à faire perdurer la convivialité et à animer le village. Si le maire n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations, nous partons tout de même rencontrer deux des Étrennois qui font vivre leur village. Anne Verdenal est maraîchère depuis 10 ans, mais c'est avec vous, Thomas Lacroix, que nous commençons cette émission. Alors vous avez un double emploi, j'ai envie de dire finalement. Bout de Ferraille et compagnie, c'est une autre entreprise que vous avez créée il n'y a pas si longtemps. Et si on résume en quelques mots, c'est de l'artisanat, du fer et du bois, c'est ça? C'est ça, exactement, oui. Expliquez-nous un petit peu comment c'est né. Donc c'est né il y a un peu plus d'un an. Alors il y a plusieurs choses qui sont bousculées, mais moi je cherchais des idées pour diversifier un petit peu, puis faire un peu autre chose en dehors de mon activité professionnelle. Et puis de fil en aiguille, par recherche sur internet, il a fallu trouver une idée originale, et puis finalement les sculptures en fil de fer ont fini par plaire très vite. Donc ça se développe tranquillement. Au départ c'était une activité de loisir, et puis aujourd'hui je l'ai un petit peu professionnalisée en marquant le coup, en créant ma micro-entreprise. Alors la particularité, c'est que vous utilisez un seul fil majoritairement, ou comment ça se passe? Oui, l'idée c'est vraiment de partir alors soit d'une photo, soit d'un dessin, et de recréer un dessin au trait, donc au trait continu, et du coup pour pouvoir créer derrière une sculpture en un seul fil de fer. Donc des fois ça peut être un peu difficile quand on commence à faire des portraits d'animaux. Par exemple, j'ai été amené à faire un chien de 80 cm de haut par 40 de large. Bon, là, arrivé au milieu où le fil casse, on recommence pas à zéro, quoi. On continue. On continue. Alors finalement, on n'a pas trop le droit à l'erreur avec ce matériau, parce qu'une fois qu'il est plié, est-ce qu'on arrive à revenir en arrière un petit peu? Alors ça dépend des contextes, mais c'est vrai que c'est difficile, puisqu'après, une fois que le fil est un petit peu déformé, on a du mal à vraiment le relisser et retrouver vraiment quelque chose de linéaire. Donc faut être vigilant, ouais. Ou créatif pour récupérer les mauvais coups. C'est des qualités que vous aviez déjà auparavant, c'est des qualités que vous avez développées, ce côté manuel, ce côté artisanat Le côté manuel, oui, je l'ai toujours eu plus ou moins, oui. C'était vraiment cette envie de me dire, tiens, voilà, j'ai une activité professionnelle qui me plaît, qui me booste, mais avoir un petit truc à côté, rien que pour moi, où je suis un peu mon propre patron en plus, c'est plutôt sympa. Certaine liberté qui est appréciable. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a certaines pièces qui marquent plus que d'autres, des demandes particulières Alors il y a cet énorme chien là qui ressemblait à un bouvier bernois mais plein de poils, donc une tête de lion. Là c'était vraiment un gros défi, puisqu'en plus la personne la voulait pour l'accrocher au mur. Et plus récemment j'ai une amie qui m'a demandé une éolienne américaine. Donc là j'ai accepté, j'ai dit oui, et puis après je me suis gratté la tête pendant quelques jours à me dire comment je vais pouvoir donner vie à une éolienne américaine. Et puis finalement l'éolienne... L'éolienne est prête. Elle est prête, voilà. Et le coût des matériaux dans tout ça, est-ce que ça a un impact? Est-ce que en tout cas vous l'avez remarqué ou pas spécialement? Alors, j'ai encore pas des volumes de production énormes, mais c'est vrai qu'on voit, comme pour tout, que la bobine de ferraille augmente un peu. Mais c'est vrai que sur une activité comme la mienne, c'est pas très impactant, puisqu'une bobine peut durer quelques mois. En général, une sculpture, ça peut prendre entre 30 cm et 2 mètres de fil de fer. Donc avec une bobine, oui... On a le temps de voir venir l'évolution. Et le temps de travail, alors alors ça dépend bien évidemment de la taille, j'imagine, et puis de la complexité. Oui, alors ça c'est le plus dur à calibrer en général. Et puis pour l'instant je fonctionne sur un réseau de proches, donc mais sinon oui, ça peut aller maintenant que j'ai vraiment le coup de main, de quelques minutes, une demi-heure, une heure, à des sculptures qui peuvent prendre plusieurs soirées, puisque en général c'est plutôt le soir. C'est plutôt le soir, bien évidemment. Que je travaille, oui. Est-ce que dans un coin de votre tête, l'idée c'est d'en faire votre activité principale? Alors pas forcément, mais si un jour ça peut prendre plus de place, je pousserai peut-être un petit peu mon activité principale pour donner une place belle à Bout de Ferraille et compagnie. Ouais. Vous travaillez sur quoi en ce moment? C'est plus un petit cadeau que je prépare à un ami, puisqu'aujourd'hui c'est la Saint-Luc.
Et donc, voilà, il aura son petit bout de ferraille pour mettre dans son bureau. C'est un collègue de travail, passionné de vaches. Parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Thomas pour votre accueil Merci ici à Étrennes. Nous partons nous rencontrer Anne Verdenal qui est maraîchère. Depuis 2013, Anne produit des légumes de saison avec comme objectif de proposer des produits ultra frais, bons en goût et bons pour la planète, tout en mettant en place une agriculture régénérative. On en parle avec la principale intéressée. Anne, merci de nous accueillir. Nous sommes dans une de vos serres. Alors, dites-moi, des légumes de saison ici, depuis 10 ans maintenant. Comment ça s'est passé? À quel moment vous avez franchi ce pas? J'ai commencé à faire un petit peu de pommes de terre. Mon idée, c'était de faire des légumes de plein champ, un peu par hasard, parce qu'on a construit notre maison ici. Et puis, avec un voisin, on s'est dit, tiens, on va faire des pommes de terre. Et puis, de fil en aiguille, on s'est dit, bon, on va faire d'autres légumes. Et en fait, je me suis pris complètement au jeu. Au départ, j'étais partie sur 4-5 légumes. Puis je me dis, bah tiens, ça peut peut-être faire une activité qui fonctionne. Et avec mon mari qui a développé une petite troupe de moutons, on est passé à 50 brebis et bah, on s'est dit, bah, on peut peut-être tenter le coup. Donc je me suis installée au départ à mi-temps en 2013. Alors je le disais en introduction, des produits frais, bons pour la planète, bons en goût, ça passe par quoi au quotidien? On choisit des variétés qui ont beaucoup de goût. Ici, on est sur des sols argileux, donc c'est des sols qui développent vraiment au niveau terroir un goût qui est vraiment important pour les légumes. Ultra frais parce que ici, on n'a pas de chambre froide, on récolte et ça part tout de suite. Alors des légumes de saison, bien Ouais. évidemment. Alors là, on est entre les deux. On Ouais. a encore la fin des légumes d'été, Ouais. le début des légumes d'automne. Ouais. C'est... C'est une saison que j'adore, c'est l'automne, il y a tout. Enfin, il y a encore les tomates, bon, ça, c'est un peu sur la fin, on a encore un peu de concombre, on a encore un peu de courgettes, et puis là, il y a tout le reste qui arrive, quand on a des épinards, des choux chinois, des fenouils, du mesclin, la mâche qui arrive, les bêtes, enfin, c'est vraiment, il y a une gamme vraiment super. Alors on parle beaucoup de sécheresse aujourd'hui. Le dérèglement climatique, c'est forcément quelque chose qui impacte ou en tout cas qui change la manière de voir sa production. Comment vous vous adaptez? Comment vous faites? C'est hyper compliqué, déjà pour moi personnellement, parce que c'est un peu ma raison d'être. Il y a aussi un peu un côté militant dans cette façon de produire les légumes. Moi, je veux produire des légumes qui sont locaux. Et c'est un intérêt de pouvoir consommer, que mes voisins puissent consommer mes légumes très proches plutôt que des légumes qui viennent d'Espagne. Et donc, du coup, il y avait au départ, moi, cette volonté-là, et on se fait rattraper de plus en plus vite. Et du coup, ça nous impacte, nous, directement sur les conséquences du réchauffement. Donc, on met des choses en place, déjà pour pouvoir continuer à produire des légumes, malgré les 40 degrés qu'on a eu cet été. Donc, on s'équipe. L'arrosage, maintenant, enfin, il est obligatoire pour produire des légumes. Même si on fait super gaffe, c'est-à-dire qu'on a des systèmes de paillage, donc on paille tous nos légumes, ce qui fait que ça maintient vraiment la terre au frais et on limite les apports d'eau. Le sol argileux aussi nous permet vraiment d'apporter peu d'eau. Et quand on est obligé d'en apporter, on fait très attention. On a des systèmes de goutte à goutte, là que vous voyez. Donc dès qu'on peut mettre du goutte à goutte, on le fait. Donc l'eau reste au sol, ça ne s'évapore pas, donc on en consomme peu. Et des systèmes de ce qu'on appelle la micro-aspersion. Donc c'est des gouttelettes toutes fines qui font qu'on utilise le moins possible d'eau. Et on adapte aussi des variétés. Il y a des choses que je ne fais plus. Voilà, en plein été, j'ai arrêté les choux-fleurs. C'est des légumes de Bretagne où ils ont besoin d'un temps doux et humide. Ici, clairement, c'est plus adapté. Donc une manière de voir son activité, ou en tout cas d'adapter son activité, une activité qui est en bio, hein, c'est ça? Oui, voilà, depuis le début, nous sommes en bio. Donc ça fait partie des fondements vraiment pour moi de la ferme. Donc pas de produits chimiques, pas d'engrais. Enfin voilà, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup de sens. L'agriculture, alors c'est un terme anglais, régénérative. En fait, je travaille ce qu'on appelle aussi du maraîchage sur sol vivant. C'est-à-dire que j'essaye de plus du tout travailler les sols pour favoriser la faune et la flore des sols, donc les vers de terre, les champignons, voilà, pour que le sol ait une activité biologique importante. Alors en 10 ans, c'est difficile de quantifier le tonnage, mais sur une année, ça représente quoi en légumes? Ouais, j'estime entre 20 et 30 tonnes de légumes par an là. Les canaux de vente aujourd'hui, donc vente directe majoritairement, pardon? Voilà. Les légumes, c'est 90% de vente directe. J'ai une vente à la ferme le vendredi soir. Et avec une AMAP à Dompère, de la ferme à ma porte, le vendredi également. Et avec les collègues, avec 14 autres producteurs, donc ils sont tous en bio, on a créé les bio du coin. Les membres nous commandent sur Internet.
Ils ont du coup toute une gamme de produits, aussi bien des légumes ou on travaille avec du fromage de vache, de chèvre, du pain, farine, enfin voilà. Du coup, ils ont toute une gamme et on livre sur des points de dépôt. J'ai également le magasin Biovert à Vittel. Et en termes de projet alors, d'investissement? La problématique, nous, en maraîchage, c'est vraiment la pénibilité du travail. C'est un travail qui est quand même assez manuel, assez physique. Et du coup, on fait tout pour essayer de mieux s'organiser. Donc là, il y a un projet de stockage, zone de préparation des légumes, zone de lavage, où tout est assez proche et mieux organisé que ça ne l'est actuellement. Et une petite zone de vente, un petit magasin un peu mieux, mieux agencé, voilà, mieux que ce que j'ai actuellement. Merci beaucoup Anne pour votre accueil. Notre émission est déjà terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Il est où le chien, Jérém? La voiture. Tut tut. C'est bon. Retrouvez Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez.